Martin Fouillé qui est là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Bon alors, déjà présente-toi, parce que c'est vrai qu'on se connaît vite fait. Oui, bon, une brève présentation. Je m'appelle Martin Fouillé, je suis étudiant en seconde année de droit de sciences politiques à Toulouse, les 2 tiers de l'année, et puis un tiers, je suis ouvrier agricole dans mon beau pays du Tarn. Le Tarn. Effectivement, c'est très beau le Tarn. Tu connais le Tarn? Pierre-Nicolas, à chaque fois je le prends comme témoin, je ne sais pas pourquoi. Un petit peu. Bon alors, les agriculteurs, c'est vrai que là, ça bouge beaucoup. On en est où là exactement? Parce que je n'ai pas pu beaucoup suivre l'actualité cet après-midi. J'ai vu qu'à Bruxelles, ça partait vraiment en cacahuète. Il y a eu des boulonnages de statues, il y a eu de la paille en feu. Sur les Champs-Élysées aussi, j'ai vu. Voilà, qu'est-ce que tu en penses justement, qui connaît bien ce milieu? Moi, je pense que les auditeurs ont eu la chance d'entendre la poésie d'Anna, et puis les Français ont eu l'admirable chance d'entendre l'homélie du père Attal cet après-midi, qui annonçait de nouvelles mesures, débloquer 150 millions d'euros pour les agriculteurs. C'est formidable. Les syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé à lever les blocages. Mais je pense que le problème est bien plus profond que ça, au fond, et qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer l'Europe. On parlait de Bruxelles, que ça commence à chauffer là-bas, ce n'est pas pour rien. Les pays convergent, il y a l'Espagne qui s'y met, l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, on ne les compte plus, sauf l'Angleterre, bizarrement, et le Royaume-Uni, qui sont plutôt tranquilles à ce stade-là. Ils ne sont plus dans l'Union. Hein. Et non, justement. Voilà. Quel hasard, je dirais. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer l'Union européenne. Sur l'agriculture, la PAC avait été mise en place avec le traité de Maastricht, c'était formidable. C'était censé réduire le prix du panier moyen pour le consommateur. Je laisse un peu faire état des choses. Beaucoup l'ont voté la PAC, mais paraît-il qu'elle a changé, ce qui fait que c'est là où ça c'est un petit peu compliqué. Je veux pas être pénible, mais la première PAC, déjà les agriculteurs étaient contre. Bien sûr. Bien sûr. Parce que je me suis penché sur le modèle suisse pour voir un petit peu comment ça se passe en dehors des pays de l'Union européenne. Bizarrement, les agriculteurs suisses, les ouvriers agricoles, gagnent au minimum 3200 € bruts environ. Bon, après la Suisse, c'est spécial, bien sûr. Mais pour comprendre le modèle un petit peu de tout ce qui touche aux importations, les Suisses, ils sont un peu moins cons que nous. C'est-à-dire qu'en Suisse, c'est les agriculteurs qui décident eux-mêmes les quotas d'importation. Il y a des quotas qui sont mis en place. Chaque semaine, 2 fois par semaine, les agriculteurs se réunissent et puis ils déterminent si leur production est suffisante pour nourrir les Suisses. Dans le cas où c'est suffisant, il y a une barrière douanière qui est mise en place. 0 produits d'importation sont admis. Seulement, voilà, il y a des taxes qui sont mises en place très dures. J'ai pris l'exemple de la mâche, je voyais cet exemple-là tout à l'heure. 16 000 € de taxes sur la tonne. Donc ça permet aux producteurs suisses de vendre en masse. Et dans le cas où justement la production n'est pas suffisante, eh bien on taxe 0 les importations et comme ça permet de nourrir le pays. Donc tout part des agriculteurs. Puisqu'au final, c'est un peu eux qui sont les vecteurs de la chose. Quand on a un ministre de l'Agriculture en France, aujourd'hui à Bercy d'ailleurs, qui n'est même pas capable de citer le nombre de mètres carrés dans un hectare, enfin je crois que c'est catastrophique. Et si on rendait la chose agriculteur, ça rendrait les choses bien plus évidentes. Alors comment ça se profile aujourd'hui au niveau de ce que j'appelle la révolte paysanne? Je le disais, les syndicats ont appelé à lever les blocages. Je pense que les agriculteurs ne suivront pas ce mouvement-là d'arrêt, parce que finalement, eux, ce qu'ils cherchent, c'est simplement à vivre. Aujourd'hui, ils survivent, ils gagnent quelques centaines d'euros par mois quand les mois sont bons. Ils croulent sous les normes complètement délirantes, imposées par l'Union européenne et surtranscrites par la France, parce qu'il ne faut pas non plus mettre de côté l'État français, qui a une part de responsabilité immense. Oui, parce qu'elle rajoute des taxes aux taxes, en réalité. Bien sûr, oui, c'est ça. Des contraintes, des contraintes aux contraintes qui sont déjà... c'est ça. Parce que là, on voit qu'il y a de l'argent qui va être lâché à hauteur de 150 millions d'euros pour les agriculteurs, mais clairement, depuis le début, ils le disent, ils sont venus nous le dire ici, on ne veut pas d'un chèque. Bien sûr. On veut... après, on ne peut pas réformer je ne sais pas combien de décennies d'agriculture en une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Alors il y a des promesses qui sont faites, mais au-delà des promesses, peut-être des votes qui devraient être faits, des choses comme ça. Je pose vraiment la question innocemment. C'est pour ça que je me tourne vers PMB qui sait mieux d'habitude. Non, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est le discours anti-Europe. Voilà. Les Anglais sont tellement contents qu'il y a une grosse majorité qui veulent revenir dans l'Union européenne. Mais mais bien sûr. Il vaut mieux éviter d'en parler parce que ça pourrait piquer. Donc voilà, moi, l'Union européenne, j'entends. Oui, c'est vraiment... franchement, le mot des mots. MAUX, MAUX. Voilà. Ou le mal des mots. Non. Il y a peut-être des politiques qui ont été menées qui n'ont pas été propres, qui auraient dû changer, qui devraient changer. Je suis entièrement d'accord. Mais tout ne provient pas de l'Union européenne. Bien sûr. Si on reprend l'exemple de la Suisse, parce que vous prenez l'exemple de la Suisse où les agriculteurs ont pris leur destin en main, mais qu'attendent les Français ? Je suis totalement d'accord avec vous. Donc moi, je veux bien dire que les politiques sont des salauds, les Européens sont... À un moment donné, il faut que chacun porte sa part de responsabilité.
Bien sûr. Là où je suis d'accord avec vous et je partagerai, c'est qu'en fait, le mouvement est parti d'indépendants, de paysans indépendants qui, à un moment donné, collectivement, ont décidé que ça suffisait. Le mouvement a été repris par la FNSEA. Et ça devient quand même super rigolo quand on sait qui est le président de la FNSEA. Parce que finalement, et quand tu parles notamment de ce qui va être réduit en taxes, ou notamment sur le gasoil, parce qu'il y a ça, mais il n'y a pas que. À qui ça va profiter? Aux plus gros. Bien sûr. Ils sont à la tête de la FNSEA. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et là où j'entends qu'effectivement les paysans dits indépendants, on en ras-le-bol, parce qu'eux aussi se sont aperçus que finalement, quand ils menaient une révolte, ça ne profitait pas directement à eux, ça profite toujours aux plus gros. Sous l'ancien gouvernement, pas celui de Macron, mais celui d'avant, celui de Hollande, ils auraient dû, et ça je le dis honnêtement, calculer la PAC non pas à proportion des hectares, enfin différemment. C'est-à-dire en fait, plus tu as d'hectares, plus tu profites des aides de l'Union européenne. Parce que ça aussi, on oublie de le dire. Et quand on profite des aides de l'Union européenne, ce sont avec nos impôts. Hein. Ne nous trompons pas. Bien sûr, mais je pense que les agriculteurs, c'est ça le problème. Les agriculteurs, eux, ne veulent pas être assistés, ils veulent seulement de la liberté. Et justement, le jour où ils obtiendront cette liberté-là, je pense qu'ils pourront mener leur propre destin, comme les Suisses. L'exemple est, je pense, bon à prendre. Il ne faut pas le rejeter, même si l'exemple suisse est quand même assez unique. Et je pense qu'il ne faut pas le rejeter. Je ne l'ai pas rejeté. Bien sûr, j'entends. On parlait justement de ceux qui se gavent. Ceux qui se gavent, en réalité, c'est les gros, c'est l'agroalimentaire. Quand on voit les chiffres, quand vous achetez le kilo de porc aux alentours de 7,50 €, 8 €, l'agriculteur, il a touché 1,30 €. Sur le bovin, c'est pareil, il est à 3,60 € sur le kilo de bovin, alors que c'est vendu aux alentours de 14-15 balles dans les supermarchés. Où est faite la marge ? Surtout sur le lait, ils produisent à perte le lait, ils récupèrent 30 centimes par litre, et nous on l'achète 1 €, voire 1,20 € sur du lait bio. Donc voilà. Donc c'est évidemment toujours les gros qui en profitent, et je pense qu'il y a un ras-le-bol sur cela de la part des agriculteurs, puis des consommateurs, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier. On est bien d'accord. Les agriculteurs, c'est une chose, mais il y a ceux aussi qui consomment, et ils sont d'ailleurs les premiers consommateurs. Donc je pense qu'il y a une réforme à faire. Sur la manière d'aborder les choses. Même si c'est des décennies de politique agricole qui ont mené à cela, il ne faut pas le renier, mais je pense qu'à force de le remettre à demain, on enterre un peu la chose et on finit par l'aggraver. Alors, est-ce que ça se fera aujourd'hui ou demain ? Je ne pense pas non plus. Et je pense que c'est un effort collectif de la part des agriculteurs qui devrait fonctionner main dans la main avec les politiques. Mais je ne suis pas certain que justement les syndicats agricoles soient prêts à faire ce lien entre les agriculteurs qui eux portent des revendications et l'État qui les applique. Je ne suis pas certain. C'est là où je vous rejoins en disant que les syndicats ne portent pas véritablement la voix des agriculteurs indépendants. Pas forcément. Après, le deuxième problème aussi du monde agricole, c'est que souvent un paysan considère, alors l'agriculteur, je vais arrêter de dire paysan, un agriculteur considère que la production de son voisin agriculteur est moins bonne que la sienne. Ça aussi, pendant longtemps, ça a été un vrai problème. Et oui, notamment pour l'établissement ou le non-établissement de coopératives. Et vous le savez aussi bien que moi. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Voilà, je le dis très sincèrement. Bien sûr, mais quand on parle de voisins... Autre problème aussi, et ça vous le souleviez, et je suis entièrement d'accord, c'est que des normes s'appliquent aux agriculteurs français qui ne s'appliquent pas aux produits importés, même européens. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'au final, quand même, c'est qui décide, en fait, c'est le consommateur, hein. Et quand vous avez un kilo, je ne citerai pas le pays de provenance, qui est 3 ou 4 fois moins cher qu'une production même locale, on ne peut pas jeter la pierre au consommateur de choisir ce qui est moins cher. Parce que lui aussi, et vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, n'a pas forcément une augmentation de son pouvoir d'achat, subit de plus en plus de taxes, alors à tort ou à raison, mais subit, et donc à un moment donné, choisit. Enfin, c'est le ventre qui choisit. C'est même plus la raison ou même l'intelligence, c'est le ventre qui choisit. Et ça, c'est un vrai problème. Peut-être que l'établissement de circuits courts par l'intermédiaire de coopératives paysannes ou agricoles serait une des solutions. Parce qu'on évitera tous les intermédiaires. Bien sûr, mais vous voyez l'hypocrisie du système dans cela. Quand il y a quelques jours, à Bruxelles, il y avait des discussions qui étaient en cours pour revenir sur les traités de libre-échange. Discussions entre les producteurs et puis les politiques. Et que dans la salle d'à côté était voté le traité de libre-échange avec le Chili pour une quinzaine de mille tonnes de viande par an, d'importation. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, qu'on importe des lentilles du Canada remplies de Roundup, du soja du Brésil,
rempli de toutes conneries possibles et de la viande de Nouvelle-Zélande, et le prix ne peut pas être concurrencé en France. C'est impossible, avec toutes les normes qui sont appliquées aux producteurs. Donc je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité du politique à mettre en œuvre. Je pense qu'il ne faut pas la repousser. Alors il ne faut pas non plus leur jeter toute la pierre. Je suis d'accord qu'il y a une part de responsabilité dans le refus des coopératives à une certaine époque. Mais quand on voit la politique telle qu'elle est menée en France, c'est pas seulement sur le secteur agricole. Vous savez, c'est extraordinaire en France. Quand on a voulu sauver l'école, on a fermé des classes. Quand on a voulu sauver l'hôpital, on a fermé des lits d'hôpitaux. Et à un moment donné, il faut se poser la question de si certains ne veulent pas qu'ils ferment leur gueule pour que les Français aillent mieux. Alors je vais vous répondre moi sur les hôpitaux d'éducation, mais les gouvernements en place n'ont jamais caché qu'ils voulaient réduire le fonctionnariat. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on soit cohérent dans nos votes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois réduire les fonctionnaires et à la fois demander qu'il y ait plus de services publics. On peut demander qu'il y ait mieux de services publics, ça je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas, quand il y a les programmes sont connus de tout le monde. Bien sûr. Ils ne sont pas secrets les programmes. Quand les mecs vous disent on va réduire les fonctionnaires, on va réduire le déficit de l'État, on vote en sachant. Bien sûr. Mais le Donc vote... après, on fait un choix. Et si on fait un choix, il ne faut pas après s'étonner non plus que le choix s'applique à soi-même. Oui, parce que c'est toujours pas aux autres que ça s'applique, c'est toujours à soi. Ce que je veux dire juste simplement, c'est que oui, effectivement, les politiques ont leur part de responsabilité, mais tout le système a son part de responsabilité. Et ça va jusqu'au consommateur. Maintenant, je dis bien, comment voulez-vous qu'un consommateur consomme local quand la production qu'on lui vend est 4 fois plus chère qu'une production qui vient d'un pays tiers? C'est pas possible. Mais je vais vous répondre sur cela. C'est pour ça que moi, je pense que l'établissement de coopératives avec des circuits vraiment locaux permettra peut-être d'assurer un vrai salaire aux producteurs, en l'occurrence l'agriculteur, et de manger à peu près sain, et pas forcément bio, à peu près sain, aux consommateurs, sans que quelqu'un au milieu se gave, sans que quelqu'un au pluriel, parce qu'ils ne sont pas qu'un, au pluriel se gave. Bien sûr. C'est ça le vrai problème. Sur cette question-là, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense quand même qu'il y a une part, alors pas de responsabilité, mais d'effort à faire de la part du consommateur. Il faut regarder au siècle dernier, je crois que la part qu'on l'a accordée dans le budget à l'alimentaire était de 40%. Aujourd'hui, c'est à peine 15%. Et oui. Donc, où part cette proportion-là, dans les loisirs, etc., je l'entends bien. Oui. Et je pense qu'il y a un effort collectif à faire sur tout cela. L'agriculteur, effectivement, il ne va pas pouvoir concurrencer les grands lobbies étrangers. C'est impossible. Il ne peut pas sur la production. Il vend déjà à perte. Sauf s'il s'unit. Sauf s'il s'unit. Voilà. C'est quelque chose à creuser, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à miser sur cela. Parce qu'il est tellement restreint par les normes, l'agriculteur aujourd'hui, qu'il n'a pas la production qu'il aimerait avoir, au fond. Il aimerait pouvoir produire pour moins cher, pour justement proposer aux consommateurs des produits à moindre coût et que la marge soit réduite entre les deux, parce que l'agroalimentaire a augmenté ses marges de 71% quand même sur les dernières années. Oui, mais l'agroalimentaire, donc bien les sûr. Intermédiaires. Bien sûr. C'est pas l'agriculteur qui les augmente. On est bien d'accord. C'est bien donc les intermédiaires. Bien sûr. Et c'est pour ça que oui, le consommateur doit faire un effort, mais il faut faire péter les intermédiaires. Parce que finalement, les intermédiaires se gavent sur le dos de l'agriculteur, ça vous n'allez pas me dire le contraire, mais aussi sur le dos du consommateur. Bien sûr. Le problème, c'est pas l'agriculteur, en fait, c'est pas le consommateur. Le consommateur consomme ce qu'on lui propose. C'est logique. Et au prix où il l'a. Et comme le consommateur lui-même est assujetti alors vous parliez, la part de l'alimentaire est passée de 40% en argent, en proportion dans le budget du foyer, de 40 à 15, oui. Sauf que le consommateur a lui-même où s'est trouvé d'autres moyens de consommer son argent, où on lui a trouvé d'autres moyens. Je ne vais pas vous faire un discours d'extrême gauche, mais enfin, à un moment donné, on a tous un portable ici. On a tous un abonnement Internet. L'argent que l'on met sur l'abonnement Internet, on ne le met pas ailleurs. C'est une chose, bien sûr. Et pour ça, je redis, c'est pas la faute de l'agriculteur, parce qu'on sait combien ils vendent leurs produits. Franchement, c'est pas à perte, mais enfin bon... Quelquefois, c'est pas très très loin, il ne fait pas vraiment une marge énorme sur ce qu'il produit. Le consommateur achète ce qu'on lui propose, donc il y a bien quelqu'un au milieu, et ils sont plusieurs à multiplier. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça le vrai problème, je pense, le vrai problème. Le fond du problème, je suis d'accord avec vous, c'est sans aucun doute la marge qui est faite justement par ceux qui ne sont même ni du monde agricole ni du consommateur, c'est l'intermédiaire. Et qui finalement ne produisent rien. Qui ne produit rien du tout, ils se gavent, c'est simplement ça, c'est un système qui se gave. Mais pour revenir à la question initiale sur la situation actuelle, je pense que le mouvement, si vous voulez... continuera. C'est pas parce que les deux syndicats principaux de l'agriculture ont appelé à lever les blocages que le type qui crève la dalle va enlever son tracteur du milieu de la route. Je pense qu'ils ont quand même des revendications assez claires. C'est pas 150 millions d'euros débloqués qui vont changer grand-chose. Ils demandent pas d'échec. Encore une fois, ils demandent la liberté.
c'est quelque chose qui ne s'achète pas, ni avec de l'argent, ni avec autre chose. Ils demandent à ce que les choses changent au niveau politique pour qu'ils puissent avoir une marge de manœuvre bien plus grande sur leur production et sur leur vie, tout simplement. Donc les blocages ne se lèveront pas, ça c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une convergence de tous les pays vers Bruxelles, parce que certains considèrent que c'est non pas forcément seulement le fond du problème, mais un des problèmes majeurs sur la question. Aujourd'hui, beaucoup dénoncent la politique agricole commune et tous les pays vont s'unir justement, je pense, autour de ce problème-ci pour porter en tout cas des projets, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent quand même de composer avec les politiques européennes. C'est très compliqué, seule la Commission décide au fond. Donc c'est très compliqué pour à la fois les agriculteurs indépendants de faire porter leur voix et pour les politiques qui, eux, sont quand même soumis grandement à la Commission européenne aujourd'hui. Le Parlement européen est un machin, pour reprendre un terme que j'ai utilisé. Mais la Commission européenne fait ce qu'elle veut. Bien sûr. Donc c'est très compliqué pour tout le monde. Et je pense que la seule solution va résider dans cette convergence des pays européens qui n'arrivent pour l'instant pas à s'entendre sur la manière dont le faire. Mais on l'a vu encore à Bruxelles, ils commencent à craindre. Hein. C'est un stade des barbelés. Bon, je ne suis pas sûr que 3 fils vont arrêter de 300 tracteurs ou peut-être quelques milliers. Mais enfin bon, le symbole est là quand même. Donc je pense que la prochaine étape sera Bruxelles. Ça continuera en France puisque tous les agriculteurs ne sont pas capables de monter à Bruxelles en tracteur pour se faire entendre. C'est matériel. Et les productions ne vont pas s'arrêter. Donc les types vont retourner bosser. Mais je pense que la prochaine étape, ça sera de s'attaquer directement à l'Union européenne. Normal qu'on les laissait pas rentrer dans Paris ou pas ? Comment? J'ai pas entendu la question. Normal qu'on ne les laissait pas rentrer dans Paris? Non, c'est une honte. C'est une honte absolue, puisque je pense que ce ne sont pas des mouvements qui sont voués à casser ou piller, comme d'autres ont été le cas, très récemment. Alors, ils ont peut-être tiré des leçons de ces événements-là. Pour autant, ils n'ont pas interdit d'autres manifestations. Non, parce que les agriculteurs s'ennuient moins. Donc, Oui, c'est ça, ils s'ennuient moins. C'est le fameux ennui. Le fameux ennui qui justifie de piller des magasins entiers. Enfin bon, bref, c'est un détail. Enfin, après, excusez-moi, mais les vraies grosses dernières manifs, c'est les gilets jaunes. Hein. C'est pas forcément les mecs qui s'ennuyaient derrière leur portable. Enfin bon, voilà. Moi je parlais plutôt des émeutes qui ont quand même été. Oui, là c'était. Les gilets jaunes, c'est sous les gilets jaunes que le Arc de Triomphe a été profané quand même. Hein. Bien sûr. Non mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais je pense que le mouvement agricole est différent. Il y a plusieurs événements. Mais ça, par contre, je suis d'accord avec vous. Je pense que le mouvement agricole n'est pas forcément un mouvement émeutier. Pas du tout, mais simplement parce que c'est une question de valeur au fond. Ces gens-là ont la notion de l'argent, ils savent que c'est leurs impôts qui financent les biens publics, donc ils vont pas les dégrader. Ça semble logique, pas pour tout le monde apparemment, mais je pense que c'est pas un mouvement qui est voué à être violent, encore moins dans Paris. Les types, ils vont faire des centaines de kilomètres en tracteur, ils vont y passer quelques heures dans leur engin pour y monter. Ils vont pas là-bas pour foutre le bordel, ils vont simplement là-bas parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule manière de se faire entendre. Voilà. Elle était belle cette image d'ailleurs des agriculteurs qui emmenaient les croissants aux policiers, au CRS qui étaient devant. Alors hier ça a été refusé mais avec le sourire, mais aujourd'hui à ce qui paraît c'était accepté. Voilà, donc il y a cette entente aussi parce que les uns et les autres, voilà, comme vous dites, ils sont pas là pour casser, ils sont pas là pour foutre le désordre, ils le disent eux-mêmes. Les agriculteurs sont des gens très pragmatiques. Hein. Donc quand c'est un Gabriel Attal, c'est pas contre lui, la personne lui-même, ça va. Mais quand il y va avec un petit sourire, il y en a une qui l'a un petit peu rembarré en lui disant s'il vous plaît, arrêtez de nous sourire à chaque fois que vous venez nous parler, comme si on était bête ou à acheter. Quoi. Enfin, et il s'est arrêté de suite. Bizarrement, là, le rire s'est arrêté très très vite. Hein. Il a respecté, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Il rigolait, il faisait le petit sourire, et puis d'un coup, il se retrouve face à quelqu'un qui lui dit bon, c'est pas drôle. Et là, hop, ça te fait un petit, tu sais, ce petit truc là que ça te fait là. Donc bon, là, j'ai l'impression que l'échec ça suffira pas, les beaux sourires ça suffira pas non plus. Bien sûr. Mais je pense qu'il va falloir que le gouvernement fasse assez attention parce que un pays dans lequel les paysans commencent à se révolter, c'est jamais très bon. Non, c'est pas bon. Et là où c'est encore moins bon, c'est quand les policiers refusent de les triquer sous demande de l'État. Ça finit jamais très bien. Donc je pense qu'il y a quand même cette conscience-là. Donc les choses changeront par la force des choses, si je puis dire. Mais quand? C'est ça la vraie question. Parce que les types, ils attendent. Ils attendent avec la salive qui coule parce qu'ils crèvent la dalle. Ils crèvent la dalle, ils finissent pas les mois. Et pour le coup, eux ne comptent pas leurs heures. Ceux qui ont été arrêtés aussi, bien, pas bien. Je trouve ça normal. Ouais. Moi, je trouve trouble à l'ordre public, c'est une chose. Il n'y a pas de souci. Elle ne pouvait pas avoir accès à son avocate, celle du Lot-et-Garonne. Ça, c'est plus emmerdant. Alors, elle a expliqué pourquoi. Elle a expliqué pourquoi, et c'était justifié parce que il n'y avait pas de moyens, donc il n'y avait pas assez de policiers pour pouvoir gérer tout ça. C'est pas eux qui voulaient pas, c'était pas une entrave à la justice. C'est juste que, tout simplement, comme pour l'agriculture, comme pour l'école, comme pour plein de choses finalement, malgré les millions qu'on donne tous les mois, malgré ce que je vois sur ma fiche de paye qui s'envole, je me dis normalement on devrait avoir un système qui marche plutôt pas trop mal. Et on se rend compte que même là, il n'y avait pas assez de policiers. Je le rejette pas la faute sur le gouvernement actuel.
C'est que ça fait les policiers, c'est pense à Nicolas Sarkozy qui a enlevé des effectifs énormes, on va pas se mentir. 10 000. On va pas se mentir. Il a enlevé 10 000 policiers, la police de proximité qui était là aussi pour savoir où les autres policiers allaient mettre les pieds, parce qu'il y avait ce côté-là aussi qui est dommage, qui a été retiré. Je pense qu'on l'appelait le plus grand flic de France, mais je crois que c'était une erreur de dire ça, parce que il s'est trompé sur ça, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, une femme agricultrice ne peut même pas avoir accès à son avocat parce qu'il n'y a pas assez de policiers pour lui emmener, pour traiter le truc, quoi. Donc, on voit qu'il n'y a rien. Bien sûr. Qu'il y a rien qui va. Mais quand vous voyez le nom du mouvement... Quand je dis qu'il n'y a rien qui va, attention, hein, pour un pays comme la France, qui va bien quand même. Bien sûr. Hein, parce que si qui on est quand même la 6e puissance mondiale. Voilà, si on va en Ukraine, si on va en ce moment au Texas, c'est pas fou. Non, c'est pas incroyable. C'est pas fou, non. C'est pas ambiance, fin de soirée, quoi. C'est ambiance, waouh. Mais je pense lendemain de soirée. Je pense que le nom du mouvement qui est des agriculteurs, on marche sur la tête. Il porte très bien son nom, parce que quand on parlait justement des impôts que l'on paye, il y avait un article du Figaro qui mentionnait que 84% de ce que l'on produit en tant que Français, dans notre travail, etc., 84% est reversé à l'État au travers des taxes, des impôts, etc. 84%. Quelles sont les retombées ? Le type qui habite au fin fond de la campagne, il envoie 0 retombées, et celui qui habite en ville, de moins en moins aussi. Donc finalement, où part l'argent ? Et tout le monde se pose cette question-là, et il n'y a pas de réponse évidente. Bonjour, je suis Christine Nicodème, je suis praticienne en hypnose, relaxiologue par la voix et facilitatrice psyché. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle méthode pour arrêter de fumer. Je reprogramme votre subconscient pour arrêter la cigarette, le tabac, avec une méthode nouvelle où j'incorpore les deux. Donc je fais l'hypnose et le psyché. Ça marche relativement très bien sur la plupart des personnes. Vous pouvez m'appeler au 06 11 09 11 41 et je vous donnerai de plus amples renseignements et on pourra prendre rendez-vous. Bonne journée. C'est vrai, pas vrai. Devant la radio. Non, mais c'est vrai, pas vrai, parce que quand même, celui qui est au fin fond de la campagne, il bénéficie quand même des routes en macadam, par exemple. Ouais, attendez, moi qui habite à la campagne, les routes sont pas incroyables, hein, vous les prenez pas à 70, hein, je vous le dis. Eh bien, elles sont peut-être pas faites pour les prendre à 70 non plus. c'est quand même des routes de campagne. Je dis ça, je dis rien, quoi. Mais voilà, non, mais je dis ça, je dis rien, mais je dis simplement que oui, il y a sûrement une partie de l'argent, c'est pas où il va, il est dilapidé. Pour ça, tout à l'heure, je parlais de mieux de fonctionnaires. Et pas de moins ni plus, de mieux. Mieux évidemment. Ouais, vrai, ouais. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est oui, on marche sur la tête parce que le mieux, on l'attend tous. Et je pense que là, il peut y avoir un consensus français sur le fait qu'on attend mieux. Pas plus, pas mieux, moins, bien sûr. Mieux. Voilà. Mais il y a les hôpitaux aussi où les urgences sont débordées. Il y a... À l'école, ça partout, va pas. Les instituts ont manifesté aujourd'hui, justement, partout. Meilleure école publique. Mais surtout, on peut aussi parler des profs. Là, vous parlez des agriculteurs tout à l'heure, parce que c'est assez péjoratif quand même. Quand on dit paysan, c'est... Oh non, moi je considère que c'est pas une insulte paysan. Dans la tête des gens. Bon. Là, les instituts et les profs, combien de fois on a entendu qu'ils étaient des nantis de la République. Mais quand on sort les chiffres de comparaison avec les autres pays de l'Union, c'est impressionnant que nantis, enfin ça dépend ce qu'on appelle nantis, quoi. Et on continue, pareil pour les infirmiers. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se fader. Pareil, le salaire d'avant et pas la conjoncture qui est pareil mauvaise. pour les forces de l'ordre. C'est chaud. Hein. Parce que là aussi, les policiers sont en nombre restreint. Pourquoi ? Parce que comme ils ont plein d'heures à récupérer, parce qu'il y a quand même toujours Vigipirate qui court, etc. Donc par quoi il va falloir commencer, j'en sais rien. Mais je pense qu'il vaudrait mieux de fonctionnaires et pas ni moins ni plus. Je pense qu'il faut commencer par avoir du courage déjà, parce qu'il faut avoir la volonté de le faire et le courage de le faire. C'est quand même très compliqué de le faire aujourd'hui quand on essaye de faire du en même temps constamment. Bien sûr, on peut pas faire à la fois quelque chose et son contraire le lendemain, c'est pas possible. Justement en même temps. En même temps, c'est exactement ça. Avec le Mercosur notamment, parce qu'il y a eu quand il y avait Bolsonaro, il fallait plus. Ensuite, il y a Lula qui est là, donc maintenant il faut. Donc ça change aussi en France, en Europe. Enfin, c'est un foutoir pour parler poliment. C'est un joyeux foutoir. C'est qu'on exige. Faut pas dire joyeux bordel. J'évite de dire bordel à l'antenne tout le temps, sinon c'est le bordel. On exige de nos agriculteurs ce que l'on admet des pays tiers. Bien sûr. Voilà. Ou ce que l'on admet pas, des pays tiers, notamment les normes environnementales, par exemple. Comme si l'on devait tiers-mondiser en quelque sorte un peu notre pays. Faut pas non plus exagérer. Je pense que c'est un peu le terme qu'il faut utiliser. Non, je pense pas, parce que vous allez dans le tiers-monde, vous allez vraiment voir ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de macadam, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'hôpital. Donc voilà, tout est relatif dans le terme de tiers-mondialisation. Il n'empêche que
on exige de nos agriculteurs ce qu'on n'exige pas des productions qui viennent d'ailleurs. Et quelquefois européennes. Est-ce que ça, c'est pas un manque de courage? Parce qu'il suffit simplement de dire merde à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est vrai qu'on reproche à l'Union européenne. L'Union européenne, qu'elle déballe des lois, des normes et tout ça, bon, c'est son boulot, elle est payée à faire ça. Oui. Mais c'est aussi peut-être au président de dire, écoutez, sur certains trucs, on en a parlé, on a fait un référendum, on a fait des machins. Le peuple veut pas spécialement. Moi, je les rejoins plutôt parce que j'ai été par lui, donc normalement, je suis le peuple. Voilà, normalement, voilà. Élu à je sais pas combien, mais bon, ça, si les gens vont pas voter, c'est pas sa faute. Hein, il a été élu, il a été élu. On est d'accord, entièrement d'accord. C'est aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire l'Europe si demain Emmanuel Macron dit non, ça je veux pas. Ils vont dire on t'envoie les chars. Non. On peut faire jouer l'exception culturelle. Oui, bien sûr. Exemple, les fromages au lait cru. Ah ouais. Eh oui. Très bel exemple. Eh oui, ça peut marcher là. Exactement. Ouais. Voilà, point. Ouais. Mais donc, je pense quand on veut, on peut. Ça, je suis d'accord bien sûr. avec vous. Mais d'ailleurs, l'Union européenne, enfin, c'était pas l'Union européenne à l'époque, mais l'Europe, la construction européenne, la France a toujours été un peu dans un bras de fer avec les autres pays. Ça a toujours très bien marché au début. Et c'est au moment où on a commencé à se conformer et à arrêter de dire merde, justement, et à dire amen un peu à tout, que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. On en voit les retombées. Parce que notamment, les Allemands avaient le portefeuille et l'argent pour. Et si on ne voulait pas être mis au banc de l'Europe, il fallait à un moment donné aussi plier. Le temps où la France dominait la moitié du monde, c'est fini, ça aussi. Hein. Et les Allemands, ils ont perdu, normalement. Ah, les Allemands, ils ont sauf perdu. Oui, sauf que si on va vraiment au cœur du truc, notre indépendance militaire, on la paye. Hein. Qui assure l'indépendance militaire de l'Allemagne? Qui? Les États-Unis. D'accord. Je ne savais pas, c'est pour ça que je te si. Ouais. Et qui a des missiles nucléaires sur son sol? C'est les Allemands. Hein. C'est pas les Français. Ils n'en ont plus de base américaine. Donc, à un moment donné, mais on prend ça. Qui intervient en Afrique? Qui? Au nom de l'Union européenne. Hein. Qui? Les Français. Alors, certes, tu as des petits contingents grecs, ceci, cela. Mais enfin, la grosse masse d'intervention, c'est les Français. Les Français interviennent pour l'Union européenne. Et l'Union européenne ne n'en sait pas gré, puisqu'en fait, elle intègre, par exemple, les interventions militaires dans le budget de la France, alors qu'elle devrait le défalquer. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et tu parles d'Allemagne, mais tu regardes le Japon. Comment il s'est reconstruit le Japon? Il n'a pas de puissance militaire. Donc, ce que tu ne mets pas à perte, tu le récupères ailleurs. Puis, c'est là où c'est faussé. Là, je suis d'accord avec vous. Le rapport est faussé. Et on est aussi une puissance nucléaire. L'Allemagne ne l'est pas. Ils ont fait que des bons choix. Hein. Ils ont été un peu forcés quand même. Hein. Oui, non, pas pour l'arme nucléaire. Ils ont été un peu forcés. Je pensais aux... Oui, parce que tu leur divises le pays. Non, mais tu leur divises le pays, mais après, politiquement, tu réalimentes parce que tu peux pas avoir un pays qui est au moins ta partie ouest, qui est complètement exsangue socialement. Donc, tu es obligé de remettre de l'argent dessus pour refaire partir l'économie. Ils sont pas ni plus ni moins bêtes que nous. Ils ne sont pas plus ni travailleurs ni moins travailleurs. Nos travailleurs français sont largement aussi travailleurs que les travailleurs allemands. Mais quand tu as un budget qui existe en France, qui n'existe pas en Allemagne, c'est quand même vachement plus simple. Ça nous coûte un peu cher quand même l'armée. Bon, je suis pour, mais à un moment donné, tu fais des choix. Oui, mais si on commence à vendre notre armée, qu'est-ce qui va nous rester au final? Vous soulevez justement le problème. Qu'est-ce qui va nous rester? Oui, mais c'est là où je dis, on ne peut pas avoir une armée. À un moment donné, il faut faire des choix. Regardez, aujourd'hui, on n'a plus la main sur notre agriculture, il faut le dire. C'est plus la France qui décide. C'est d'ailleurs un gros problème. Sur le budget de l'État, quand M. Macron va présenter son budget 2 fois par an à la Commission européenne pour le faire valider. Donc plus de main sur le budget, plus de main sur l'agriculture, plus de main sur l'armée complète. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Mais la France n'est plus. Non, pas l'éducation. Mais la France n'est plus à la tête de la moitié du monde. Il faut quand même qu'on arrive à se le foutre dans la tête aussi. Bien sûr, mais moi je suis pas d'accord. Mais moi je pense qu'il faut dire merde. Moi je suis pas d'accord. Le temps des colonies, c'est fini quand même. Mais c'est pas un temps des colonies. À un moment donné, c'est un temps de souveraineté. Mais la souveraineté, il faut conserver la souveraineté. Il faut arrêter de la vendre. Mais encore faut-il avoir les moyens de l'avoir. On a largement les moyens. Tout est question de choix. À un moment donné, les moyens ils sont. Il suffit de faire le choix qui correspond aux moyens. Je vous raconte une petite anecdote parce que. Faites donc. On a le temps. Le général de Gaulle a donc fait péter la première bombe atomique dans le Sahara algérien. On est bien d'accord. Bon, juste un petit peu avant, il s'est entretenu avec le Boran-Ampin pour savoir si c'est possible ou pas. Pourquoi? Parce que le Boran-Ampin avait quelques accents dans le nucléaire américain. Et c'était de Gaulle. Bien sûr. Voilà, donc ça donne quand même aussi la proportion que le politique a comme choix et comme liberté par rapport à l'économie. Mais
Ah oui, mais sauf qu'on ne peut pas toujours dire oui d'un côté, oui de l'autre. À un moment donné, il faut faire des choix. Sauf que le général de Gaulle était capable de dire merde. Aujourd'hui, plus personne ne dit merde. Plus personne ne le dit. Mais non. Plus personne ne le dit. Mais non. Systématiquement soumis à une élite financière, comme vous dites, il n'y a pas de problème sur ça. Je pense qu'on est d'accord. Mais c'est pas soumis à une élite, c'est son effet. C'est factuel. C'est pas le fait d'être soumis à une élite. À un moment donné, on ne peut pas toujours avoir les moyens de ses ambitions. Voilà. Et on est une 6e puissance économique. On n'a plus la moitié du monde à nos pieds. Mais c'est pas une question d'avoir la moitié du monde. Mais si, parce qu'on en tirait quand même un petit peu les matières premières, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est une chose. Sauf qu'il faut déjà être capable de pouvoir être souverain sur notre sol. C'est même plus une question de diriger la moitié du monde. C'est sur notre sol français en métropole. Déjà, l'énergie, on l'a pas. Si on l'a, l'énergie. Si, bien sûr que si on l'a. Non. Si on arrêtait de la vendre tous les 4 matins à un prix dérisoire, on l'aurait. Le pétrole, on le vend? Non, pas le pétrole. Bon, jusqu'à maintenant, c'était quand même le pétrole. Hein. Bon, et puis, c'est pas encore totalement en train de changer. Bientôt, moi, j'ai mon hybride qui va arriver. Alors après, oui, EDF, oui, l'électricité, il y a un mécanisme dans la mort la moi qui fait qu'on la revend à des types qui nous la revendent plus cher qu'on ne leur a vendu. Bien sûr, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais bon. Mais après, parce que ça, c'est un système, on est dans un système capitalistique qui fait qu'à un moment donné, si on veut s'y insérer, enfin aussi, je trouve ça complètement débile comme système. Je suis d'accord. Mais ce qui fait tourner quand même la plupart des moteurs, c'est pas encore l'électricité. Mais parlez du pétrole, du gaz, si vous voulez, mais quand vous voyez la connerie que c'est... On est donc dépendant. Bien sûr, mais il faut être dépendant intelligemment. Quand vous voyez qu'on achète du gaz par des traités européens, etc., avec l'Azerbaïdjan, qui lui-même l'achète à la Russie. On refuse de l'acheter à la Russie, mais on achète quand même du gaz qui provient de Russie. Et oui, parce que ça nous revient quand même moins cher. Mais où est le bon sens dans tout ça? Mais le bon sens, c'est qu'elle nous revient moins cher. Dans ces cas-là, on ne sanctionne pas Poutine, on achète au prix juste. De toute façon, il n'en a rien à foutre. Exactement, ces propriétés qu'il a, elles sont magnifiques, ces propriétés. Mais ce n'est pas ces propriétés qui vont faire que tu vas il est riche. Tu vas empêcher un dictateur, mais tu ne vas pas empêcher un gouvernement. On voit bien que ça marche. C'est quand même, on voit bien démocrate, le démocrate de l'année. Oui, mais c'est pas noir ou blanc. Il y a quand même un entre-deux entre un dictateur et un grand démocrate. Il y a quand même un entre-deux. Bon. Lequel? Justement, il y a quand même un large panel. Je ne pense pas que la France soit le pays le plus démocratique au monde, et pour autant, c'est pas non plus le pays le plus soumis à la dictature. Tout dépend ce qu'on entend par démocratique. Moi, je suis désolé, il y a une représentation démocratique élue tous les 5 ans. Vous vous trouvez représenté? J'ai voté. Non mais bien sûr, vous avez voté, j'ai voté. Est-ce que vous considérez... Et s'applique la loi de la majorité. D'accord. Si ça vous va pas, vous préférez la loi de la minorité. Ah non, pas du tout. Au contraire. Alors, comment vous faites alors? Au contraire, il y a quelque chose qui est Comment vous faites? Je vais vous répondre. Il y a quelque chose qui est un outil formidable, qui a été quand même longuement utilisé par le général de Gaulle et par d'autres. Ça s'appelle le référendum. 2 fois. Vous dire Twitter. Bien sûr. Pas plusieurs fois, 2 fois. Non mais d'accord, mais c'est utilisé le référendum. Allez, 3. Une fois pour la Constitution, une fois pour l'indépendance de l'Algérie et une fois pour donner plus de pouvoir au Sénat en 69. Donc c'est pas le référendum, c'est 3 fois. D'accord. Non mais très bien. Voilà. Ça a été utilisé plus tard aussi. Ça a été utilisé justement pour l'Union européenne en 92. Ça a été utilisé en 2005. Donc il n'y a pas que De Gaulle qui l'a utilisé. J'ai pas dit qu'il y avait que De Gaulle. J'ai dit que ça avait été utilisé plus tard. J'ai pas simplement dit que c'était De Gaulle. Quand il est utilisé en 2005 le référendum, quel est le résultat? Non, je crois que c'était 55%. Ça c'est un autre problème. Très bien. Qu'est-ce qui a été fait ensuite? Sarkozy se rend et signe Lisbonne. Non mais pour vous dire, la démocratie c'est une chose, mais quand elle est faussée, il faut dire les choses en face. Certes, je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que ça a été faussé une fois. Pas 15, il y a eu peut-être 10 référendums. Une fois de trop alors. Peut-être, mais c'était faussé. Oui, mais c'est pas forcément pas une démocratie. Mais je dis pas que c'est pas une démocratie. Vous voulez me poser la question de savoir si je me sentais représenté politiquement? Non, parce que ça ne correspond pas à ce que je pense. D'accord. Mais institutionnellement, oui, parce que moi j'admets que la majorité décide. Bien sûr. Sinon, vous n'admettez pas le principe de démocratie et de démocratie représentative. Non, bien sûr que si, bien sûr que si, je l'admets. Mais je suis très clair, j'admets totalement le principe de démocratie représentative. Donc nous vivons en démocratie. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que la démocratie, il y avait quand même des stades de démocratie. Je veux dire, c'est pas simplement un concept abstrait qu'on définit par une définition claire. Bon, il y a quand même des degrés de démocratie. Je considère que la démocratie française est malade. J'en fais le constat. Quand vous regardez le nombre de révoltes qu'il y a pour tout et pour rien, à un moment donné, c'est pas question de minorité si vous les mettez bout à bout. Dans les autres pays, ça se passe crème. Mais est-ce que je parle des autres pays? Non, mais je vous demande, c'est quoi votre modèle? Je ne parle pas de modèle. Si, simplement... parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être dans l'abstraction pure et dure. Mais non. Moi aussi, je préférerais qu'effectivement, on ait un autre modèle de vie, que effectivement toutes les minorités soient représentées, ce qui veut dire qu'il faudrait revenir à la représentation proportionnelle. Je suis pour la proportionnelle.
Bien sûr, d'accord, mais Voilà. vous dites que la majorité aujourd'hui, entre guillemets, est représentée. Je suis pas certain. J'ai pas dit que la majorité était représentée. J'ai dit que là, D'accord. Mais les termes sont quand même très comment dire, intéressants. Justement. Et précis à utiliser. Nous vivons dans un système de démocratie représentative. Si les gens ne vont pas et si les gens ne vont pas voter, on ne va pas les forcer. Non. Parce que je présume que vous êtes contre le fait qu'on oblige les gens à les voter. Pas du tout. Alors effectivement, si nous tombons sur un système où on oblige les gens à les voter, c'est mon opinion, en considérant qu'il faille vraiment mieux considérer le vote blanc. En fait, on met un seuil à partir duquel, si le vote blanc est trop important, on refait l'élection. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense, mais pour l'instant, nous sommes dans un système où en fait tout le monde est appelé à voter. En fait, les électeurs sont tous appelés à voter, libre à eux de choisir de voter ou de ne pas voter. Bien sûr. Une fois qu'ils vont voter, ils choisissent. Et malheureusement, mais c'est comme ça que ça s'applique, le plus grand nombre choisit lequel représentant. Moi, je suis d'accord on est bien représenté par une représentation nationale. Je suis d'accord avec vous. Vous dites que c'est la majorité aujourd'hui qui a donc fait les choix des politiques qui sont en place. Moi, je vous réponds que j'ai plutôt l'impression que c'est une minorité qui gouverne, sans forcément l'avis de la majorité. Et le problème se résume à cela. Ah oui, mais comment vous faites ? Mais comment on fait ? Comment vous faites ? Quand vous avez une majorité à l'Assemblée, comment vous faites ? À partir de quand vous décidez qu'elle n'est pas légitime ou qu'elle est légitime ? C'est pas une question de légitimité. Tout ne se résume pas à l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a pas que cette institution-là qui dirige. Justement, c'est peut-être ça le problème. Vous parlez de démocratie représentative, c'est une chose, mais quand vous avez une élite qui décide de la majorité des choses qui nous gouvernent. Non, ça veut dire que donc vous considérez que la représentation nationale, députés et sénateurs, sont assujettis à l'élite. Ah bien sûr, totalement. Ah ok. Totalement. Ah ouais, okay. Et c'est pour ça que je vous fais le constat que la démocratie, pour moi, est totalement malade. Bon, en tout cas, il y aura des élections c'est dans combien de temps là ? Janvier, juin. Juin pour les élections européennes. Je pensais même pas aux européennes. Moi. Là aussi, on va voir combien de gens. Il va y avoir les européennes, donc on verra comment ça se passe. On verra justement, ça va être une espèce de. Ce qui va être intéressant, tu vois, par exemple, parce que tout le monde gueule sur l'Europe. Ouais, rapide. On va bien voir qui va se déplacer. Ouais. C'est ça, je suis d'accord. En gros, il y a 20% du corps électoral qui se déplace. Totalement. Donc, tu as 80% qui ferment leur gueule, mais qui sont les premiers à ouvrir leur gueule. Totalement. À un moment donné, je suis d'accord. Et là, je vous suis totalement. Seulement, il y a quand même une considération, et on le disait tout à l'heure, très rapide, je le promets, que les députés européens ne dirigent pas, entre guillemets, l'Union européenne. Tout part de la Commission. Donc à partir de ce moment-là, l'Européen lambda se dit pourquoi j'irai voter, puisque le type pour qui je vais voter n'aura jamais sa voix totalement portée au sein de l'institution. Je ne suis pas sûr qu'il se pose la question, ça voudrait dire quand même que l'électeur lambda, c'est comment fonctionne l'Union européenne. Et ça, je me permets de douter beaucoup. Je suis d'accord, mais je pense qu'il n'est pas si débile que ça non plus, le lecteur. Je n'ai pas dit qu'il était débile, je dis qu'il n'a pas connaissance. Bon, en tout cas, on verra comment ça se passera au mois de juin. Merci d'avoir été avec nous, Martin Fouillé. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci également à Mister France. On va voter. voter. Là, par contre, je vais aller voter. Là, on va aller voter. En plus, c'est facile. Vous avez juste à appeler, taper le 18. 7 14 15. 7 14 15 et vous mettez 18 et c'est bon. Et voilà, pour le chèque, ça sera après. Merci. On va passer justement à la publicité dans un instant. Attends 2 secondes, Olivier, vous n'avez pas de suite. On va parler de Claude Nougaro. Il y a un piano aussi, on verra si vend. Mince. On verra. On va swiper les chaises pendant la publicité. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre activité. C'était sympa. Prochaine, on reviendra sur l'actualité justement pour voir un petit peu comment tout ça se dégoupille. En tout cas, les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il y a eu vraiment les gens, c'est 50-50. Il y en a autant pour PNB que pour vous. C'est assez hallucinant. Donc, c'est plutôt pas mal. Non, mais c'est bien. Et encore, c'est que Facebook. Après, on verra sur YouTube à la fin du live. On ne s'est pas insulté, on ne s'est pas incentivé, on a échangé. D'ailleurs, on s'adore. En déplaçant les micros, en mettant les caméras ailleurs. Toi, quand on te change de place, tu vois, il y a un truc fou. Tu balances. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Vous écoutez, faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h.